Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Monod, je suis délégué général de la Fondation du Crédit Mutuel. Et tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe du Prix des Incorruptibles de m'avoir laissé la parole, certes à distance, pour évoquer un peu notre partenariat commun. Alors, c'est plus qu'un partenariat, c'est même une histoire commune, puisque ça fait maintenant 25 ans que la Fondation du Crédit Mutuel soutient le Prix des Incorruptibles et se réjouit de son développement dans tous les territoires. Cela n'est pas étonnant puisque l'intérêt du prix des incorruptibles, c'est la lecture et la littérature jeunesse et que l'intérêt de la Fondation, c'est la promotion de la lecture. En effet, à la Fondation du Crédit Mutuel, nous travaillons en collaboration avec les fédérations régionales de Crédit Mutuel pour soutenir dans tous les territoires en France et maintenant à l'étranger, des actions visant à la promotion de la lecture, à la prévention de l'illettrisme, à la lecture et à la petite enfance, à l'insertion par la lecture, et puis aussi des manifestations du type festival autour de la lecture qui se tiennent dans chaque région française. Alors, je voulais juste souhaiter une belle nouvelle édition du Prix des Incorruptibles. Je voulais rappeler aux incorruptibles que c'est un devoir d'être incorruptible, comme c'est un devoir pour nous tous d'être incorruptibles en matière de lecture et de qualité de lecture. Et puis, je voulais terminer par ce petit mot d'Alberto Mengel qui dit que lire, presque autant que respirer, est notre fonction essentielle. Je vous dis donc à bientôt. Et je vous félicite pour les actions menées. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le bureau des Incos. Le colloque est 100% virtuel cette année, mais voilà, c'est l'occasion de vous montrer un peu notre univers dans lequel on évolue au quotidien avec toute l'équipe. Moi je suis Myriam, je travaille à l'association du Prix des Incos, je suis en charge des relations éditeurs et des comités de sélection, donc je sais que certains parmi vous me connaissent, d'autres je sais qu'il y a des nouveaux aussi, donc me connaissent pas, donc c'est l'occasion qu'on échange beaucoup par mail, mais c'est l'occasion là de poser un visage sur un nom. On va être un peu en équipe réduite. On pense à Capucine et Solène qui n'ont pas pu être parmi nous pour le jour de ce tournage de la vidéo. Et donc maintenant, je vais laisser mes collègues Alice et Aurore se présenter. Merci Myriam. Bonjour à tous. Je suis Alice, chargée des animations avec les auteurs et illustrateurs de la sélection. Et moi, je suis Aurore. Je m'occupe des publics spécifiques et du feuilleton des Incos. On aurait bien aimé que l'édition du colloque puisse se faire en vrai, mais bon, comme vous le savez et comme tout le monde le sait, la Covid en a décidé autrement. Donc on a décidé de proposer un contenu 100% virtuel pour que il y ait quand même un lien qui puisse se faire. On est très contente d'avoir proposé ce contenu. On est bien sûr très triste de ne pas pouvoir vous voir, mais en tout cas, on vous remercie chaleureusement pour tout le soutien que vous nous avez apporté ces dernières semaines et que vous continuez de nous apporter par mail, par téléphone, et on vous remercie vraiment beaucoup pour toutes les bonnes idées que vous nous avez apportées et vraiment, merci beaucoup. On est déçus de ne pas vous retrouver en vrai dans les conditions habituelles de notre colloque et on espère quand même que ce contenu 100% virtuel vous plaira, vous apportera de nouvelles pistes de réflexion. Voilà. Donc on a décidé d'axer ce colloque cette année sur les publics spécifiques parce que c'est une direction et un objectif que l'association souhaite vraiment, dans lequel on souhaite vraiment s'engager, de pouvoir inclure tous les enfants dans le prix, leur permettre à tous de lire les ouvrages de la sélection. Donc voilà, on vous souhaite un bon colloque et puis on se retrouve tout à la fin pour notamment vous donner les noms des lauréats du concours.
Bonjour, donc, bienvenue dans cette table ronde virtuelle lecture, accessibilité et inclusion avec le prix des Inco. Nous avons la chance de recevoir 2 enseignantes avec nous aujourd'hui pour nous parler un petit peu de leur expérience voilà, avec les publics en difficulté, de pourquoi elles ont choisi le prix des Inco et comment elles vont travailler autour. Donc, mesdames, bonjour. Bonjour. Je vais vous proposer de vous présenter, nous parler du profil de vos élèves. Agnès, je vous laisse commencer. Alors, moi, je suis enseignante spécialisée en SECPA, donc des élèves en difficulté au niveau des collèges. C'est des élèves qu'on accueille en 6e et qui sont avec nous jusqu'à la 3e et qui ont un niveau à peu près de CE2 quand ils arrivent et il faut qu'on les mène jusqu'à un niveau début cycle 4 afin qu'après ils partent vers du professionnel. Voilà. Donc, c'est vraiment des élèves en difficulté scolaire. Après, il se peut qu'on accueille aussi des élèves qui ont d'autres difficultés, mais normalement, nous, on est voués à la difficulté scolaire. Voilà. D'accord. Et vous, Solène ? Alors, moi, je travaille dans un EREA, donc j'ai des élèves de collège, donc porteurs de maladies invalidantes, de handicaps physiques, avec troubles cognitifs, et des élèves porteurs de troubles des apprentissages. C'est des groupes mélangés avec tout type de handicap. D'accord. Et depuis quand est-ce que vous participez au prix des Inco, Solène ? C'est la 3e année là dans les REA que j'y participe. Ouais. D'accord. Et vous, Agnès, je crois que c'est votre première fois, c'est ça ? Moi, je débute. Voilà. Ok. Donc, c'est intéressant, on va pouvoir avoir deux points de vue complètement différents. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi toutes les deux de participer au prix des Inco avec ces publics en difficulté ? Alors moi, la première chose, c'est que je me suis rendu compte que c'était des romans qui touchaient vraiment mes jeunes, en fait. De par les thèmes, les héros, et puis c'est toujours actuel, c'est toujours des thèmes d'actualité, ça les touche et j'arrive à les accrocher comme ça. Et ensuite, parce que c'est un défi et ça les pousse vers le langage écrit, parce qu'après moi, c'est mon objectif, langage oral, langage écrit. Mais ce défi qui concerne en fait des jeunes de toute la France, ça les rattache à voilà, on est collégiens avant tout et on participe comme d'autres. Et donc la notion de communauté de lecteurs est assez forte, oui. En fait. D'accord. Oui, moi j'insiste vraiment là-dessus. Vous êtes des collégiens, voilà, on va voter comme les autres. Super. Et vous, Agnès ? Alors moi, j'ai vraiment pas pensé à la difficulté au départ. J'ai surtout rencontré d'autres enseignants qui avaient déjà participé et qui m'ont proposé aussi d'y participer parce qu'ils avaient beaucoup apprécié leur participation antérieure. Et j'ai vu les travaux qui avaient été faits par d'autres élèves et je me suis dit, bon, nous aussi, on est capables. On va essayer à notre tour de faire des choses, de lire peut-être les 7 livres, peut-être pas, on verra. Et puis pas simplement lire, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a le langage oral, il y a l'écriture, et puis aussi, comme j'adore l'art, on va aussi travailler autour de l'art. Et puis on va essayer de communiquer aussi dans le collège pour montrer que on peut tous faire la même chose. Voilà. D'accord. Donc vous avez évoqué, Solène, en point fort du prix, les livres. Est-ce que il y a d'autres forces pour vous? Dans ce que propose le prix aux jeunes lecteurs. Non, je crois que j'ai déjà vraiment dit, c'est les thèmes, les personnages des romans qui font que j'arrive à accrocher mes jeunes et puis le défi pour tous. D'accord. Et du coup, vous, Agnès, vous me parlez d'art. Est-ce que, par exemple, vous allez participer au concours d'illustration avec vos jeunes lecteurs ? J'ai bien envie. En fait, j'ai pas encore tout exploré, le site des Incorruptibles. J'ai pas encore eu le temps de tout voir. Mais en effet, je vais essayer de participer à ces choses-là. Et j'entendais parler de correspondance. Il faut que j'aille voir aussi ça parce que c'est quelque chose qui risque de me plaire. Tout à fait. Vous avez les possibilités de faire des animations avec les auteurs, en fait, qui sont soit des rencontres en visio ou en physique. Et il y a des correspondances par mail avec les auteurs qui sont proposées aussi. D'accord. Et sur les sélections de livres, comment est-ce que vous avez choisi la sélection sur laquelle vous travaillez ? Est-ce que vous avez pris un niveau en dessous peut-être ou le niveau de votre classe ? Voilà, comment est-ce que vous avez fait ce choix ? Alors moi, pour ma part, la première année où j'ai participé, j'ai lu quelques romans en fait. Donc je travaillais avec la professeure documentaliste et on a un peu regardé, on en a discuté. Donc on a pris niveau plutôt en dessous.
en tout cas par rapport à leur âge, mais en cherchant à ce que les thèmes, les personnages leur correspondent. Il fallait pas que ce soit trop jeune parce qu'en fait, au niveau difficulté, c'est encore trop difficile pour eux, mais on peut pas prendre plus jeune parce qu'après, ça correspond plus du tout à leurs préoccupations. Bien sûr. Donc j'ai essayé de trouver un espèce de juste milieu. Donc c'est difficile au niveau longueur de texte et vocabulaire, intrigue suivant les romans. Par contre, voilà, c'est des histoires qui les intéressent. Ok. Moi, je pense que Solène résume bien l'affaire, en fait. C'est exactement ça. Hein. J'ai pris aussi un niveau juste en dessous, mais j'ai bien fait attention que les thèmes puissent les intéresser. Et la longueur des textes, en effet, est des fois un petit obstacle. Mais parfois, voilà, on lit à leur place, on saute des morceaux et puis ou alors on fait des résumés de certains morceaux. Souvent, c'est pas une lecture exhaustive, en fait. Voilà. Oui, très bien. Et donc, on a parlé correspondance, concours d'illustration. Est-ce que vous utilisez ou vous allez utiliser un petit peu les jeux et les outils de lecture? Ou est-ce que c'est pas adapté encore à vos jeunes lecteurs? Ou est-ce que vous produisez d'autres outils? Oui, moi j'ai du mal à utiliser vos outils. Là, j'utilise en le modifiant les lexiques que vous avez commencé là pour les romans. Vous les approfondissez, en fait? Oui, après, je vais les individualiser surtout parce que les D'accord. ne sont pas du tout de niveau équivalent. Donc, j'ai pris cette base-là et chacun va travailler et chercher ce qu'il lui faut. D'accord. Après, les autres outils, notamment l'année dernière, j'ai essayé, mais il y a peu d'élèves qui sont capables de faire pas mal de choses que vous proposez, donc je ne le fais pas. Et par contre, je fabrique mes propres outils, oui. D'accord. Qu'est-ce que vous avez comme type d'outils? Cette année, par exemple, mais alors on essaye, parce qu'on est avec 2 collègues, on s'est dit que pour essayer de booster un peu leur investissement et aussi leur compréhension, on faisait par QCM. Donc, on fabrique un QCM par chapitre de roman. Et après, au début de chaque séance ou dès qu'on on leur propose le QCM. Donc, voilà, ils sont tous obligés d'être acteurs et on vérifie la compréhension et c'est l'occasion d'en reparler tout de suite ensemble à l'oral. On fait ça de façon informelle, assez agréable. Et puis, ça fait en fait des sortes de résumés, ces QCM, parce qu'on essaye de lister les choses les plus essentielles du chapitre. Et ils peuvent finalement, je me rends compte qu'ils sont en train de les utiliser pour avoir des informations. Je ne me rappelle plus le nom du héros. Et puis finalement, je l'ai surligné dans mon QCM de la semaine dernière, etc. D'accord. Ça, c'est nouveau, on a utilisé ça. Super. Et puis sinon, les enregistrements audio, ça fait très longtemps qu'on les utilise. Oui. D'accord. Et vous, Agnès, peut-être que vous n'avez pas encore… Alors, pour l'instant, moi, j'ai juste utilisé tous les résumés là, que vous aviez mis en ligne. Et j'aime pas, pourquoi. Voilà, grâce aux petits résumés. Et donc, moi, j'essaye de varier un peu les plaisirs. Donc, ça peut être des QCM, ça peut être des questions ouvertes. On essaye aussi de faire un lien avec leur vie à eux, leur quotidien. Donc là, par exemple, on est en train de lire la nouvelle et dans la nouvelle, on parle de cuisine orientale. Donc, on a dévié sur ah oui, et toi, alors, à la maison, qu'est-ce qu'on cuisine Voilà, on essaye de faire des liens entre la lecture et le quotidien des élèves. Voilà. Ok, d'accord, super intéressant. Et sur le vote, comment est-ce que vous organisez le vote? Comment est-ce que vous le mettez en place? Est-ce que c'est juste un vote à main levée? Est-ce que vous organisez une vraie séance de vote? Parce que comme Solène, vous disiez que c'était central dans votre quand même le fait qu'ils puissent voter comme tout le monde. Oui, alors on fait plusieurs séances ensemble de débats, de discussions autour des romans, en essayant d'axer un peu les questions. Quel est ton personnage préféré? Voilà. Et ensuite, oui, on essaye de faire un vote un peu officiel au CDI avec une cabine. Là, on utilise votre matériel, mais on essaye de faire un truc un peu officiel et puis sympathique, quoi. C'est un moment important pour eux. Vous sentez est-ce qu'ils se rendent compte quand même que justement qu'à ce moment-là, ils rejoignent cette communauté de lecteurs? Oui, je trouve, parce qu'ils sont stressés, parce que j'en ai tout le temps qui n'ont pas lu tous les romans. Donc, d'un coup, les semaines d'avant, mais moi, je l'ai pas lu celui-là, mais moi, comment je vais faire? Donc oui, ça met un temps aussi, une temporalité, parce que sinon, on les lance,
dans 10 ans, ils y sont encore dans leur roman. Hein. Ouais, ça permet aussi de dire on avance, tant pis, comme disait Agnès, on saute aussi des passages, il faut comprendre aussi l'histoire, on va au bout. Ok. Et vous, Agnès, comment est-ce que vous imaginez ce moment du vote à la fin de l'année? On a déjà fait un pré-vote. En fait, on a essayé d'imaginer les histoires grâce au petit résumé. Donc, il y a des livres qui sont ressortis, hein, dont la nouvelle. Et puis, alors, ils attendent avec impatience celui sur cette équipe d'enquêteurs sur des choses un peu surnaturelles. L'agence Pendergast, ouais. C'est ça. Celui-là, ils l'attendent avec impatience, donc ça c'est intéressant. Mais oui, je pense que moi je vais faire un vote officiel au CDI et je vais essayer de le faire en même temps que les 2 autres classes qui y participent. Voilà. Ouais, parce qu'on est 3 classes quand même à participer au sein du collège. Super. Voilà. Et donc tout à l'heure, on a évoqué les animations avec les auteurs. Je crois que Solène, vous en avez déjà fait, notamment des correspondances. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces expériences, de ce que ça a apporté à vos jeunes lecteurs? Oui, alors j'ai vraiment essayé sans trop savoir et sans trop y croire en fait. Enfin, je n'étais pas bien sûre que ça fonctionnerait. Ce qui a très très bien marché, je pense quand même, c'est le début en vidéo. Hein. Parce que comme j'ai des jeunes qui n'ont quand même pas beaucoup accès à l'écrit, le fait que l'auteur soit présenté par une vidéo et que du coup, nous, on ait décidé de répondre par une vidéo, ça a rendu l'échange plus… Enfin, eux, ça les a vraiment mis dedans. Et après, ça a été facile de les faire écrire, en fait, parce qu'ils avaient lancé déjà une première relation, un premier échange. Et en fait, ça a été quand même assez fort parce que l'auteur a pris en compte chaque jeune, en fait. Et elle répondait en mettant les prénoms de chaque jeune à chaque fois. Donc, ils se sont sentis complètement concernés. Après, on a eu des retours de l'auteur. La conclusion, c'était hyper généreux, hyper positif. Et ils ont été très touchés, en fait, d'avoir été pris en compte par quelqu'un qu'ils considèrent comme important, d'avoir pu discuter, que leurs questions aient été prises en compte. On a répondu à leurs questions alors qu'eux, ils se trouvent… ils n'ont pas une haute estime d'eux-mêmes. Donc… En fait, ça leur a vraiment fait du bien. Voilà. Je pensais que ça serait plus rébarbatif pour eux. Je pensais qu'ils n'entreraient pas trop dedans, que ça leur parlerait pas. Et ça n'a pas été le cas. Ouais, finalement, ça a été une belle expérience pour eux. Voilà. Et puis, c'est un moment intense, en fait, dans le prix, parce que vu les règles du jeu, il faut répondre avant mercredi, etc. On a passé quand même un mois là-dessus à fond. Mais en fait, c'est sympa aussi, quoi. Puis on a rigolé avec les jeunes parce que pour répondre dans les temps, c'était la galère. Je ne peux pas vous dire qu'on a. Donc on était tous stressés, mais voilà, on a dit on est une équipe, allez, on s'aide, faut y arriver. Voilà, il n'aurait pas fallu que ça dure plus longtemps parce que c'était un peu fatigant, mais. C'est un vrai investissement en termes de temps et d'énergie, mais ça vaut le coup. Et puis voilà, on n'a pas forcément les heures de français quand il faut par rapport à vos dates. Là, même pour cette année, il va falloir qu'on réfléchisse comment faire, mais il va falloir négocier avec les collègues, quoi. Pour bien s'organiser. Voilà. Et on a évoqué aussi rapidement les versions audio des livres. Donc, c'est vrai que l'association travaille depuis 3 ans avec l'association Valentin Huy pour faire enregistrer dans le cadre de la loi Exception Handicap les livres en version audio. Donc, nous, ça va du CE1 jusqu'au niveau 3e lycée. Qu'est-ce que ce type de support apporte à vos jeunes lecteurs? Alors, moi, par exemple, déjà, j'ai des jeunes qui savent presque pas lire, en fait, déchiffrer, je veux dire. Donc, des dyslexiques très, très, très forts, ils n'arrivent pas à lire. J'en ai qui sont… L'année dernière, j'avais un jeune très, très intelligent, mais il ne peut pas avoir accès à l'écrit. Donc, lui, il rentre dans le livre comme ça. Donc, il y a tous ceux qui ne peuvent pas vraiment lire, déchiffrer. Après, il y a tous ceux qui sont très fatigables. Donc, à un moment, c'est un soutien. Quand ils ne peuvent plus lire, ils écoutent et ils alternent. J'ai aussi plein de jeunes qui ont des gros troubles de la concentration. Alors, souvent, ils utilisent les 2 supports. Ils ont le livre et leur casque audio. Et ça les aide à se concentrer, à continuer à faire un peu plus que ce qu'ils feraient eux-mêmes, parce que sinon, au bout de 3 pages, en fait, ils arrêtent. Et après, il y a un autre intérêt, c'est qu'ils ont des temps de transport longs, parce qu'ils viennent de toute l'Île-de-France, et donc ils peuvent les écouter aussi dans le taxi pendant les transports. Super. Parce qu'ils les mettent sur leur téléphone portable. Donc, ça leur permet aussi, parce qu'ils ne travaillent pas à la maison. Moi, j'ai des jeunes qui
n'ouvrent pas trop leur livre ni rien. Mais dans le taxi, ça, ils acceptent d'écouter un peu. D'accord. Et vous, Agnès, c'est un outil que vous Je utilisez? n'ai pas encore commencé, mais je me suis mis en relation justement avec cette association pour voir comment me lancer justement sur ça. Mais après, j'ai déjà utilisé ce genre de livre audio, mais pas dans le cadre de ce prix-là. Mais en effet, c'est intéressant et c'est facilitant pour certains d'entre eux. Parce que c'est vrai que quand on dit on va lire un chapitre, déjà, ça leur fait peur. Donc, quand on peut les soulager un peu, eh bien, ça fait du bien. Puis voilà, ils entendent une autre voix que celle du professeur. Et donc, mais j'ai hâte de découvrir aussi parce que je ne sais pas, j'ai pas encore vu, pas encore entendu surtout. Donc, D'accord. j'espère bien pouvoir les utiliser, oui. Et dans ce que vous me disiez, Agnès, notamment sur le vote, j'ai l'impression que vous allez essayer vraiment d'utiliser le prix comme un outil d'inclusion dans l'établissement, voilà, le fait pareil, de leur montrer qu'ils sont comme les autres, qui eux aussi peuvent participer au prix. Oui, et alors c'est vrai que nous, on est des professeurs des écoles qui travaillons en collège avec des professeurs de spécialité. Hein. Et donc, du coup, on a des habitudes aussi de travail où on fait beaucoup d'affichage, on placarde partout sur les murs, et ça change un petit peu. Et du coup, il y a les professeurs qui s'en inspirent et du coup, ça donne une dynamique sympathique. Donc, on va essayer de remplir un peu le CDI déjà avec tout ça, et puis de partager les lectures parce qu'en fait, on n'a pas le même, nous, on n'a pas choisi le même niveau que les collègues dans le collège. Ils ont un niveau au-dessus. Ok. Par contre, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des correspondances entre personnes qui lisent les mêmes livres? Alors non, on n'a pas. On avait un forum avant, mais qui n'existe plus. Par contre, ce que vous avez la possibilité de faire, c'est en fait, vous avez la liste des établissements qui sont inscrits. Par exemple, autour de chez vous. Enfin, vous avez la liste de partout en France, mais du coup, vous pouvez choisir de contacter un établissement. Vous avez leur adresse mail, de contacter un établissement qui est dans le même département et de leur demander est-ce que vous participez sur le niveau CM de 6e, on aimerait bien échanger avec vous. Ouais. Ça peut tout à fait se faire. On a beaucoup d'établissements qui font ça. D'accord. Donc, on a évoqué plusieurs bénéfices du prix des Inco pour les jeunes lecteurs. Donc, voilà, l'aide que ça leur apporte pour rentrer dans l'écrit, le sentiment d'appartenir à une communauté de lecteurs, voilà, ce côté donc inclusif. Est-ce qu'il y a d'autres choses, voilà, sur l'estime de soi, voilà, est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous voyez, surtout vous, Solène, qui l'avez déjà fait jusqu'au bout? Oui, en fait, moi, ce que j'ai vu au début et ce qui me fait continuer, même si c'est quand même assez difficile et j'ai des jeunes qui adhèrent difficilement, mais c'est que, en fait, j'ai vu des jeunes avoir des émotions de lecteur pour la première fois de leur vie, en fait. La première année où j'ai fait ça, j'ai une jeune fille, elle n'avait pas l'air d'avoir déjà lu un livre en entier, en tout cas pas aussi gros. Et quand alors elle lisait en cours, elle pouvait plus s'arrêter. Et elle a fini au milieu d'un cours qui n'avait rien à voir, hein, mais je ne l'ai pas gênée à ce moment-là. Et puis, elle était à moitié en larmes à la fin du roman, mais je ne voulais pas que ça se termine comme ça, mais qu'est-ce qui se passe après? Mais enfin, et en fait, je me dis, et tous les ans, j'en vois des comme ça. Alors, elle, c'était vraiment fort, les autres, c'est moins fort, mais qui adhèrent, qui vivent pour la première fois cette émotion de la lecture, quoi. Et du coup, qui découvrent que c'est une histoire, en fait. Parce qu'en en fait, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas, nos ados, qu'il y a des histoires là-dedans et que les histoires, ils aiment ça, en fait. Voilà. Et après, je trouve qu'ils se prouvent à eux-mêmes. Enfin, on leur prouve et après, ils se prouvent à eux-mêmes qu'ils sont capables de lire un livre. Chose qu'ils sont persuadés que ce n'est pas possible, en fait. Donc, on se sert de tout ça après pour tous ces programmes en langage oral et écrit. Est-ce que beaucoup par débat aussi, quoi. D'accord. À l'oral, comme disait Agnès, on parle énormément des romans. Et est-ce que du coup, vous avez aperçu un changement dans leur rapport au livre et à la lecture de manière générale, ou c'est construit peut-être sur beaucoup plus longtemps? Oui, alors là, ma collègue documentaliste, elle dit qu'après les années d'après, les jeunes qui sont passés par nos classes, il y en a qui viennent au CDI et qui lisent des romans, oui. C'est pas du tout 100% des groupes,
Mais il y en a qui continuent sur leur lancée et qui viennent lui demander voilà, des conseils pour lire des choses, oui. Encore 4-5 ans après, je vois des anciens élèves qui sont en bac pro, qui sont de temps en temps au CDI à prendre un livre, quoi. C'est chouette. Se permettre quelque chose, je pense, qu'ils n'imaginaient pas avant. D'accord. C'est ce que disent mes collègues aussi, hein, que sur l'appétence à la lecture, ça agit beaucoup. Et quand vous parliez de émotion de lecture, moi les miens en fait, ils vivent, hein. Ils vivent la vie du personnage et c'est comment, d'où elle vient, ils ont l'impression que c'est un vrai personnage, qu'on raconte une vraie histoire et du coup ils ont envie de savoir mais elle existe toujours. Alors là il faut faire attention, c'est de la fiction, mais en tous les cas ils vivent vraiment l'histoire. Donc ça c'est vraiment chouette et ils ont envie d'aller plus loin. Donc sauf quand je leur demande de lire en autonomie totale pour aller chercher des informations. Voilà. Mais sinon, voilà, plus on avance et plus ils ont envie de connaître la fin. Donc, c'est vraiment intéressant. D'accord. Et ben, du coup, je voudrais juste terminer, voilà, pour résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit, en vous demandant, voilà, pourquoi vous conseilleriez à des collègues de participer au prix avec des jeunes, alors pas forcément en difficulté, mais aussi avec ces jeunes-là où parfois ça peut être un peu effrayant parce que, comme on disait, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Tous les outils sont pas encore adaptés, même si on y travaille beaucoup à l'assaut. Voilà, ça prend du temps. Voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces enseignants qui se posent des questions et qui hésitent? Lancez-vous. Non, mais moi, rien que les thématiques, ça m'a attirée parce qu'en fait, j'avais été voir les livres des sélections précédentes et quand j'ai commencé à lire ce que les élèves avaient produit par rapport à ces livres, je me suis dit oui, ça correspond tout à fait aux envies de nos jeunes et à leur niveau de lecture. Donc en fait, moi les thématiques, je trouve qu'elles sont très très bien choisies. Voilà. Et du coup, ça donne envie de se lancer. Merci. Oui, je suis d'accord. Moi, c'est les héros et les thèmes abordés qui, même pour nous les adultes qui participons, c'est toujours une joie tous les ans de découvrir les nouveaux romans et quelles sont les histoires, etc. Après, c'est un défi, mais c'est un défi fédérateur pour l'équipe. Et puis, je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression. Moi, j'ai commencé vraiment tranquillement une année en me disant je m'inscris, j'ai les romans, puis je verrai bien. Et puis maintenant, j'y prends goût, puis on essaye des trucs. Et puis avec mes collègues, on se dit ça l'année dernière, c'était pas terrible. On en a perdu quand même 7 en cours de route qui finalement n'ont rien lu. On n'était pas contentes. Et puis finalement, on réfléchit autrement. En se disant, bon, ils vont pas tout lire, mais ils vont en lire, ils entendent parler. De toute façon, ils entendent parler d'histoires qui les intéressent, au pire. Donc, c'est aussi une façon d'entrer dans le langage écrit, même si c'est de façon indirecte. Donc, tout le monde en tire quelque chose. Même nous. Oui, oui, je suis d'accord. Oui. C'est vrai que, découvrir les nouveautés aussi, les nouveautés jeunesse, ça fait du bien. Oui, c'est ça, découvrir des auteurs. Et puis, il y a quand même vachement de romans qui parlent de l'actualité, sur les migrants, etc. Ça intéresse, c'est très intéressant, quoi. Eh bien, je vous remercie toutes les deux d'avoir pris le temps de nous partager votre expérience. Voilà, on souhaite une bonne année de lecture à tous vos jeunes lecteurs. Et puis maintenant, on va passer à une vidéo dans quelques minutes sur justement l'association Valentin à 8 que nous avons évoquée durant cette table ronde. Merci beaucoup. Merci Aurore. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Christelle Bombert, rédactrice en chef de la revue Lecture Jeune, qui est publiée depuis plus de 40 ans par l'association Lecture Jeunesse, qui défend l'accès à la lecture et à l'écriture pour tous les adolescents. Puisque vous le voyez au quotidien, que ce soit dans votre métier ou dans votre entourage, faire lire un adolescent peut s'avérer une tâche très complexe. On constate en effet en général autour de 12-13 ans un décrochage de la lecture qui peut s'expliquer par différentes raisons. Par exemple, à cet âge-là, les activités qui entrent en concurrence avec la lecture se multiplient, notamment par le biais des écrans et d'Internet, mais pas seulement. On cherche aussi des activités à l'adolescence qui vont permettre de créer du lien social, de trouver un sentiment d'appartenance à un groupe. Or, la lecture est plutôt perçue comme une activité solitaire. On cherche également à se distinguer de ses parents, de sa famille,
et de la culture scolaire. Or, la lecture est associée à la famille et à l'école. Si certains adolescents vont décrocher temporairement de la lecture pour y retourner, puisque leur milieu social notamment, ou leur goût vont faire qu'ils vont se retrouver dans la lecture à nouveau, à l'issue de l'adolescence, ça ne va pas être le cas pour tous, et certains vont décrocher définitivement avec des conséquences qui peuvent aller jusqu'à l'illettrisme, c'est-à-dire l'oubli des compétences de lecture lorsque ces compétences n'ont pas été solidement acquises dans l'enfance. Or, chez Lecture Jeunesse, nous en sommes convaincus. Pouvoir lire et écrire, c'est pouvoir développer son empathie, son esprit critique, sa capacité d'analyse, c'est savoir exprimer son avis clairement, bref, c'est être en capacité de devenir un adulte autonome et éclairé. C'est pour cela que Lecture Jeunesse lutte contre le décrochage de la lecture à l'adolescence en s'adressant à vous, aux professionnels qui accompagnent les enfants puis les adolescents vers la lecture. Donc on propose pour ça des formations sur la lecture des adolescents, on vous aide à mener des projets autour de la lecture dans vos établissements et on vous garde informé des actualités autour de la lecture des ados à travers notre observatoire et notre revue. Cette revue, c'est donc Lecture Jeune, j'en parlais au début. Dans cette revue, chaque trimestre, vous trouverez un dossier thématique avec des sujets comme les écrans des ados, mais aussi les ados et l'écologie, ici, ou l'esprit critique des adolescents face aux fake news. Bref, des sujets d'actualité dans lesquels à la fois des chercheurs et des acteurs de terrain vont donner leur point de vue pour vous donner des idées concrètes pour amener les ados vers la lecture, mais aussi à penser les sujets un peu plus largement que avec les clichés qui peuvent circuler dans les médias sur la jeunesse. Et en deuxième partie de numéro, vous trouvez toujours des dizaines de chroniques de livres pour préadolescents, adolescents et jeunes adultes, en général plus de 120 par trimestre, et ces critiques vous aident à vous repérer dans la production éditoriale et à savoir quels livres donner à quels adolescents selon leur niveau de lecture. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en tant que partenaire du Prix des Incos, vous avez le droit à un tarif préférentiel sur votre abonnement à la revue Lecture Jeune si vous vous abonnez suite à cette journée, suite à ce colloque. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous à la revue Lecture Jeune dès aujourd'hui pour bénéficier de ce tarif vraiment avantageux. Et n'hésitez pas non plus à aller sur notre site internet, lecturejeunesse.org. Vous y trouverez de nombreuses publications gratuites, justement, sur la lecture des adolescents. Vous y trouverez aussi nos formations, nos projets, qui vous seront tous d'une aide précieuse, j'en suis sûre, pour réussir à faire lire les adolescents autour de vous. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un excellent colloque et une très bonne journée. Bonjour, je m'appelle Bertie Raymond de Joie, je suis bibliothécaire à la médiathèque Valentin Huy, en charge des bibliothèques partenaires et du prix des Incorruptibles. Un petit rappel historique pour l'association Valentin Huy. 3 personnages ont marqué son histoire. C'est Valentin Huy, fondateur de la première école pour aveugles. C'est Louis Braille, qui est créateur de l'écriture qui porte son nom. Et c'est Maurice de la Ciserane, bibliothécaire aveugle, qui a créé la première bibliothèque, d'abord avec ses propres ouvrages, et puis qui l'a étendue. Et sa bibliothèque est d'ailleurs l'ancêtre de notre médiathèque aujourd'hui. C'est Maurice de la Ciserane qui a fondé l'association Valentin Huy en 1889. Donc c'est une association qui a plus d'un siècle. L'association, ses objectifs, c'est entre autres défendre le droit des aveugles et favoriser leur autonomie. L'association aujourd'hui, c'est un siège à Paris où coexistent différents services, la médiathèque évidemment, mais aussi le service social, mais aussi l'imprimerie Braille ou le magasin. C'est aussi 8 établissements, c'est aussi 120 implantations locales et aussi, bien sûr, les moyens humains, c'est-à-dire plus de 400 salariés et plus de 3000 bénévoles. Bonjour, je m'appelle Céline Boff, je travaille à la médiathèque Valentin Huy qui existe sous sa forme actuelle depuis 2008. La médiathèque Valentin Huy, c'est 14 professionnels bibliothécaires, dont 40% de personnes déficientes visuelles. Historiquement, c'est une bibliothèque qui s'adresse aux personnes aveugles et malvoyantes, mais depuis 2018, on peut également prêter à toutes les personnes lisses, toutes les personnes qui sont confrontées à un trouble cognitif. Ces livres sont donc mis à disposition gratuitement des publics aveugles, malvoyants, dyslexiques et handicapés au sens large. Ces livres sont mis à disposition sous plusieurs formes, soit sous forme de livres audio CD qu'on peut recevoir chez soi gratuitement par la poste,
soit sur EOL, notre bibliothèque numérique qui est donc disponible en ligne, ou également par le biais des bibliothèques publiques partenaires qui sont à l'heure actuelle 167 en France, sur tout le territoire français. On a également des comités à l'association Valentin Huy, dont la médiathèque est l'un des services, qui distribuent gratuitement ces livres audio. Bonjour, Antoine, bibliothécaire à l'association Valentin Huy. Je suis en charge de notre bibliothèque de téléchargement EOL, mais également des acquisitions, notamment jeunesse, et du prix des incorruptibles. Et je vais un peu vous parler du livre adapté. Alors chez nous, qu'est-ce que c'est qu'un livre adapté? C'est une version sonore ou braille d'un livre déjà existant dans le commerce. À l'heure actuelle, on propose à nos abonnés plus de 50 000 titres en sonore et 13 000 titres en braille. 50 000 titres en sonore, ça peut paraître beaucoup, mais au final, c'est peu. Par exemple, en France, il est édité tous les ans entre 60 et 70 000 livres. Pourquoi nous en avons si peu? Parce que l'adaptation, c'est un processus compliqué, lent. Déjà, dans le choix des livres que l'on peut adapter, on est limité. On est limité avec, par exemple, les livres trop complexes. Là, j'ai en tête des livres où il y a trop de notes de bas de page. Ça va être extrêmement compliqué de retranscrire ça en version sonore. Il en va de même avec tous les livres qui contiennent beaucoup de schémas, des formules mathématiques. Tout ça, on ne va pas les choisir, on ne va pas les adapter. Autre point très complexe pour l'adaptation des livres, c'est la question de l'image dans les livres. Ça concerne notamment tout ce qui est littérature jeunesse. Il nous est impossible de retranscrire une image en version sonore. Donc tous les livres dont l'image fait partie intégrante du texte, nous n'allons pas les adapter. Petite exception faite pour le prix des incorruptibles, où nous adaptons quand même les livres. Une fois qu'on a sélectionné les livres, ensuite nous devons passer par deux autres services de l'association. Il y a le centre d'enregistrement, donc Patrick vous parlera un peu plus tard, pour une version sonore lue par des donneurs de voix. Et ensuite on passe encore par un autre service, le PAON, dont Basile vous parlera un peu plus tard, pour une version sonore lue avec ce que nous on appelle une voix de synthèse, mais c'est une voix générée par un ordinateur, et pour une version braille. Une fois que les adaptations sont faites par ces deux services, on récupère les fichiers et on met tout ça à disposition de nos abonnés. Donc voilà pourquoi c'est très complexe d'adapter un livre, c'est long, ça coûte beaucoup, que ce soit techniquement ou humainement. Et c'est pour ça que malheureusement, nous n'avons pas assez de livres à proposer à nos abonnés. Petite présentation très rapide de notre bibliothèque de téléchargement EOL. Donc EOL, ça va vous servir bien évidemment à télécharger des livres, mais ça va également servir de catalogue à nos utilisateurs. EOL a été conçu pour être accessible par le plus grand nombre, à savoir les personnes voyantes, les personnes mal et non voyantes, ainsi que le public dyslexique. D'ailleurs, on a rajouté des options d'accessibilité, que je vais vous montrer tout de suite. Accessibilité, hop. On les active. Plus de réglages. Donc vous pouvez modifier complètement l'apparence du site. Vous pouvez choisir la police. On a rajouté la police Open Dyslexique, qui vous parlera peut-être. Vous pouvez modifier la taille du texte. Vous pouvez également modifier les couleurs de fond d'écran, la couleur des polices. Bref, vous pouvez complètement modifier votre site afin qu'il soit complètement adapté à votre handicap. Moins de réglages. Voilà. Là, vous avez le site avec juste la police Open Dyslexique. Pour télécharger nos livres, c'est très simple. Téléchargeons par exemple un titre du prix des impôts. Je vais sur menu, je vais sur jeunesse. Retrouver le prix des incorruptibles. Je veux un livre de la sélection 5e, 4e. Et une fois que vous êtes connecté, c'est très simple. Vous appuyez sur le bouton télécharger le livre et c'est tout. Voilà. Nous sommes au centre d'enregistrement de l'association Valentin Huy, là où en fait sont produits une partie des 1600 titres que l'on enregistre dans l'année en voix humaine. C'est un endroit où nous avons 4 cabines d'enregistrement qui sont reliées aux ordinateurs qui sont derrière moi et aux tables de mixage. Ici, en fait, viennent enregistrer à peu près 70 personnes bénévoles à raison de 2 à 4 heures ou 6 heures par semaine dans des cabines insonorisées. Une autre partie des personnes qui travaillent pour nous enregistrent directement chez elles, sur leur ordinateur, et là peuvent en fait nous consacrer des fois beaucoup plus de temps, ça peut aller jusqu'à une dizaine d'heures, une douzaine d'heures par semaine.
Les lecteurs en fait qui viennent enregistrer sont toutes des personnes bénévoles qui ont suivi un test de lecture pour voir la qualité de leur voix, la qualité de l'enregistrement, comment elles se débrouillent en fait avec les ordinateurs, et aussi le respect du texte et de la ponctuation, ce qui est vraiment essentiel pour bien entendre un livre à haute voix. Tout le monde peut être donneur de voix, à condition effectivement d'avoir ces deux critères, une bonne voix, une bonne diction, et surtout de respecter le texte. Alors, pour être donneur de voix, c'est tout simple. Il suffit de contacter l'association Valentin Oui, de dire, voilà, je vais être bénévole au département enregistrement de livres audio voix humaine. Et là, en fait, vous serez en contact avec quelqu'un du service qui vous expliquera en fait toutes les contraintes, mais aussi vous donnera toutes les astuces pour avoir le logiciel, par exemple, libre de droit, faire aussi tous les tests, que ce soit pour la voix ou pour la partie technique. Et vous aurez aussi la possibilité de contacter un des 4 techniciens qui vous aidera en fait dans les réglages sonores pour pouvoir avoir un bon enregistrement. Une fois que vous avez passé ce test, vous allez en fait choisir un livre parmi ceux qui sont choisis par la commission d'acquisition de la médiathèque de l'association Valentin Oui. Et une fois que vous aurez enregistré ce premier livre, on fera une réécoute et là on vous dira, effectivement, vous êtes maintenant donneur de voix de l'association ou alors vous avez encore quelques petites choses à corriger avant de pouvoir poursuivre. Alors, une fois que le donneur de voix a fait son travail d'enregistrer le livre en voix humaine, il va nous donner des fichiers audio qui seront récupérés en fait par l'un des techniciens de l'équipe. Il y a 5 techniciens actuellement qui travaillent sur les livres parlés. Les personnes vont regarder, visionner et écouter ponctuellement les fichiers audio pour vérifier qu'ils sont intègres, c'est-à-dire qu'il y a tout le texte, qu'il n'y a pas de défaut majeur en fait sur les enregistrements, qu'il n'y a pas d'erreur en fait de transmission des fichiers via Internet à nos serveurs. Et une fois qu'ils auront vérifié tout ça, ils vont équilibrer les fichiers pour que la voix soit la même du début jusqu'à la fin de l'ouvrage. Un livre, ça peut aller de moins d'une heure d'enregistrement, enfin de finale, jusqu'à des cinquantaines d'heures des fois. Donc il faut vraiment avoir la même acoustique, on va dire, du début jusqu'à la fin du fichier. Et ils vont aussi enlever tout ce qui peut être bruit parasite, les bruits d'ambiance, voire les petits bruits de bouche que l'on peut avoir de temps en temps en faisant de la lecture. Et ensuite, une fois que tous les fichiers sont nettoyés et qu'ils sont bien classés, ils vont créer ce qu'on appelle un livre DAISY, qui va en fait correspondre au livre original en noir. Bonjour, je suis Basile Mignonneau, le responsable du pôle adaptation des ouvrages numériques au sein de l'association Valentin Oui. Le pôle adaptation des ouvrages numériques, c'est un nom un petit peu barbare, on le diminue aujourd'hui sous un acronyme qui s'appelle PAN, comme un pan qui fait la roue. Sauf que nous, on ne fait pas du tout la roue, on s'occupe principalement de transposer les ouvrages de littérature aujourd'hui, donc tout ce qui est littérature générale, même de la jeunesse, des essais, des romans qui proviennent des maisons d'édition, en version audio et en version braille, braille numérique et aussi braille papier pour l'imprimerie qui est aussi à l'association Valentin Oui. Donc aujourd'hui, on est 3 salariés, 2 bénévoles. Et donc c'est un service qui s'articule autour d'une loi spécifique qui s'appelle la loi exception handicap. Cette loi nous permet, nous organismes adaptateurs, associations pour les malvoyants, non-voyants, de faire des demandes auprès de la Bibliothèque nationale de France via une plateforme qui s'appelle Platon, et de demander à cette plateforme des titres. Et la plateforme Platon, via les personnes de la Bibliothèque nationale de France, vont relayer ces demandes aux éditeurs qui sont tenus de nous fournir des fichiers qu'on appelle sources, c'est-à-dire des fichiers qui vont nous permettre à nous d'adapter ces ouvrages pour notre public. Ce travail est assez différent d'un travail d'éditeur classique parce que nous, on récupère un livre fini, mais nous, il faut qu'on prenne en compte tous les paramètres pour la version audio et pour la version braille avant de pouvoir les convertir dans les fichiers concernés. Et donc, on a tout un travail d'adaptation, ce qui s'appelle adaptation, transcription, en fait, c'est un peu la même chose, où on récupère ces fichiers sources, on les analyse, on détermine quelles vont être les problématiques posées par ces fichiers. Ces fichiers-là, on va les préparer et une fois qu'ils sont prêts, on les passe dans d'autres logiciels pour les convertir en fichiers audio.
et en fichier braille. Pour les livres audio, la différence avec les livres vendus dans le commerce, la première différence, c'est que tous nos ouvrages sont gratuits. Le deuxième point, c'est que les livres audio que l'on produit, c'est des livres audio qui synchronisent voix et texte. Un non-voyant va pouvoir écouter le texte et un malvoyant va pouvoir écouter le texte et lire le texte en même temps. Ce qui fait que, à la moindre difficulté de lecture, il aura l'audio pour l'aider. La version audio va aussi permettre, par exemple, à des jeunes dyslexiques de pouvoir suivre le texte et la voix en même temps et de mieux comprendre ce qui est lu. La partie braille est un peu plus restreinte en termes d'utilisateurs, mais c'est quelque chose qui est très important pour l'association Valentin VIII, puisque c'est vraiment le cœur de l'association, puisqu'au départ l'association était uniquement tournée vers les non-voyants. Aujourd'hui on s'est élargi à une version numérique du braille. Donc une version numérique, ça signifie simplement que les utilisateurs vont télécharger un fichier braille et à partir de leur machine, la machine va le lire. Et ils pourront, avec leurs doigts, lire le texte comme s'ils avaient un ouvrage papier embossé. À l'année, le pôle adaptation des ouvrages numériques produit environ 600 titres. Notre objectif est de mettre en place une production de nos titres quasi automatisée, tout en gardant la même qualité qu'aujourd'hui, et d'augmenter notre productivité, donc peut-être même de la doubler dans les 2-3 prochaines années. La médiathèque Valentin VIII travaille avec un réseau de plus de 160 bibliothèques publiques sur l'ensemble du territoire français, métropole et outre-mer. Nous mettons à disposition de ces structures des collections accessibles et des solutions techniques adaptées. Nous conseillons et formons nos partenaires dans la mise en place de leur offre de services à destination des publics empêchés de lire du fait d'un trouble ou d'un handicap. Cette coopération permet de proposer des offres de lecture aux usagers des bibliothèques, partenaires essentiels dans notre action en faveur de l'accès à la lecture pour tous. Le prix Les Incorruptibles et nous, c'est 7 ans de collaboration et cette année, la signature d'une convention. Le prix pour les jeunes, c'est un prix désormais accessible à la plupart de leurs difficultés de lecture. Le prix pour nous, c'est une énorme visibilité, que ce soit auprès des enfants, des jeunes, mais également des enseignants. Et je pense, pour le prix, c'est la possibilité d'offrir des titres, pour la plupart, complètement accessibles. Pour nous, le prix, c'est un véritable succès. Elles ont énormément collaboré au développement de nos collections jeunesse. Également, elles nous ont poussé à développer certaines fonctions, notamment sur le site EOL. Et le résultat se fait vraiment sentir aujourd'hui. Aujourd'hui, quasiment, on va dire, une inscription sur 2, c'est un jeune en situation de handicap qui s'inscrit chez nous. Avec l'association AVH, nous allons vous parler un petit peu de l'offre éditoriale qui se fait pour les publics 10 avec 2 témoignages de 2 maisons d'édition avec Muriel Couélan qui va vous présenter la collection Flash Fiction aux éditions Rajo et Mélanie Decour, la collection Discool aux éditions Nathan qui font partie de l'offre éditoriale qui se diversifie de plus en plus pour ces publics. Bon visionnage. Bienvenue sur Tous Ensemble pour la lecture, le podcast du Prix des Incorruptibles. Depuis plus de 30 ans, l'association Le Prix des Incorruptibles s'engage pour la lecture auprès des plus jeunes en proposant le plus important prix littéraire pour enfants et adolescents. Notre objectif est de susciter l'envie et le désir de lire chez les plus jeunes à travers plusieurs actions lecture. Avec ce podcast, nous souhaitons vous faire plonger dans les coulisses de notre association et de la littérature de jeunesse, dans le quotidien de nos jeunes lecteurs et des adultes qui font un travail incroyable pour les accompagner sur le chemin de la lecture.
Bonjour, je suis Mélanie Decour, directrice éditoriale de la fiction chez Nathan Jeunesse. Et je vais vous parler de la collection D-School. La collection D-School est née de notre envie dans l'équipe Nathan Jeunesse et chez Nathan en général de nous adresser à tous les enfants, de pouvoir faire accéder à la lecture tous les types de lecteurs. Et c'est quelque chose qui nous guide, hein, c'est vraiment une valeur forte de la maison depuis Fernand Nathan. Et on avait bien conscience malheureusement que les enfants dyslexiques étaient laissés un peu sur le carreau de cette belle expérience de la lecture. L'enjeu vraiment majeur, c'est l'inclusion, c'est vraiment ce qui nous guide, c'est-à-dire que nous ne créons pas des livres spécifiques pour le public d'enfants dyslexiques. Nous prenons des livres de notre catalogue, et même des best-sellers de notre catalogue, et nous faisons en sorte qu'ils soient lisibles par tous les enfants, et donc par les enfants dyslexiques. Donc par exemple, on prend Le Buveur d'encre, qui est un de nos best-sellers pour les 7-10 ans, et on prépare une adaptation de maquettes, de typographie, de texte, etc. Donc je vais vous parler un peu plus pour que tous les enfants puissent le lire. La collection D-School au départ est destinée en priorité aux enfants dyslexiques, donc ceux qui ont du mal à lire et à déchiffrer. Donc on a fait tout ce travail pour rendre la collection et les livres accessibles. Et en fait on s'est rendu compte à l'usage que de nombreux enfants, et pas que des enfants dyslexiques, appréciaient ces livres. On a eu des retours d'enseignants, de bibliothécaires, de profs documentalistes, qui nous disent que déjà tous les enfants un petit peu en difficulté de lecture pour d'autres raisons que la dyslexie, parce que voilà, pour eux c'est un peu compliqué, parce qu'ils ont peu accès aux livres, parce qu'ils manquent de temps. Donc tous ces enfants-là aimaient beaucoup les livres de la collection D-School. Et puis même globalement, des enfants très très bons lecteurs prennent aussi ces livres parce que finalement le travail pour rendre les textes plus confortables, ça marche très très bien pour les enfants dyslexiques, mais c'est aussi plus confortable pour tout le monde. La collection D-School a été conçue avec des spécialistes, parce que nous, en tant qu'éditrices, nous n'avions pas forcément toutes les connaissances de la dyslexie et de ce que cela représente pour les petits lecteurs. Donc au départ, c'est vraiment un projet avec Moby10, qui est une start-up nantaise qui s'occupe vraiment de publier des contenus numériques et ou papier adaptés pour tous les enfants 10. Donc on a travaillé vraiment en étroite collaboration avec eux pour concevoir ces titres, et aussi avec des orthophonistes, dont Cécile Zamorano, avec qui nous collaborons depuis longtemps sur beaucoup de projets. Et voilà, on l'a fait tester par des lecteurs, on l'a fait tester par des enseignants. Voilà, c'est une collection qui est vraiment un travail de collaboration, parce que nous avons, en tant qu'éditrice, tout appris et tout découvert en travaillant avec des experts et des expertes de cette question. Pour concevoir la charte de la collection D-School, nous avons fait un long travail de préparation pour établir cette charte. Ce qui nous a guidés, c'est de faire pour chaque élément le bon choix. Par exemple, pour la typographie, donc on sait que pour les dyslexiques, certaines typos sont très difficiles à lire. Et il a fallu choisir une typo qui soit lisible par tous les enfants dyslexiques, confortable pour tous les enfants dyslexiques, et qui n'en laisse pas sur le côté. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a autant de dyslexie que d'enfants dyslexiques. Et par exemple, les typos spécifiques créés pour les 10, il y a certains enfants 10 qui ne peuvent pas du tout les lire. Donc pour elles sont complètement discriminantes. Donc nous avons fait le choix, après moult tests et hésitations, sur une typo assez classique et bien dessinée, qui avait aussi l'avantage d'être très littéraire, donc ça nous plaisait parce que ça restait un vrai livre. On voyait pas trop que c'était un livre adapté pour ce type de lecteur.
Voilà, donc ça déjà, rien que le choix de la typo, ça a été un très long travail de test pour voilà, satisfaire le plus grand nombre de lecteurs. Ensuite, il y a tout un travail de mise en page très très précis, je ne peux pas tout vous lister, mais voilà, on travaille sur l'espace entre les lignes, sur l'espace entre les mots, sur l'espace entre les lettres, donc tout ça, ce sont des calibrages très précis, et voilà, pareil, qui sont adaptés pour le plus grand nombre. On met le fer à gauche, hein, le texte n'est pas justifié, il est en fer à gauche à chaque fois pour que les lignes n'aient pas la même longueur, que ce soit plus facile à repérer. On va à la ligne à chaque changement de groupe de sens. On tourne la page aussi à chaque fois qu'il y a un changement d'action. On sépare toujours les illustrations. Il n'y a jamais d'illustration sur la même page que du texte. Hein. On sépare bien les deux. En revanche, l'accompagnement en termes de définition est beaucoup plus fort. Et puis, on procède aussi dans certains titres où il y a beaucoup de personnages et beaucoup de dialogues. On décrit les personnages par des petits pictos pour qu'on puisse se repérer dans le livre et savoir qui parle. La collection d'e-school compte actuellement près d'une vingtaine de titres et nous allons continuer à en publier très régulièrement, répartis entre des titres pour l'école et des titres pour le collège. Donc ce sont des best-sellers du catalogue Nathan Jeunesse et pour certains des titres qui ont été primés au prix des Incos, donc on en est très fiers. Par exemple Mademoiselle Zazie qui existe donc en version classique et en version d'e-school, et Clodomir Mousqueton, là aussi en version classique et en version d'e-school, ce qui nous fait encore plus plaisir puisque Clodomir Mousqueton lui-même, le personnage, est un dyslexique, donc il serait très heureux de savoir qu'il existe en version d'e-school. Bonjour, je suis Muriel Couélan et je dirige les éditions Rajo. Je vais vous parler aujourd'hui de la collection Flash Fiction que nous développons depuis plusieurs années dans notre catalogue. Cette collection est née d'un constat. Nous nous sommes rendus compte que un certain nombre d'enfants avaient du mal à monter dans le train de la lecture, c'est-à-dire qu'ils apprenaient à lire, à déchiffrer, mais pour certains c'était très très fluide et facile de s'engager dans la lecture, de lire des textes de plus en plus longs, etc. Mais pour d'autres, ils restaient un petit peu sur le bord de la route, et que ce soit pour des raisons un peu physiologiques ou liées à la dyslexie par exemple, ou tout simplement par un effort très grand que demandait la lecture de texte. Et donc nous avons voulu penser à ces lecteurs en panne, comme nous appelons ces petits lecteurs, et nous avons eu envie de leur proposer des textes qui puissent correspondre à leurs envies et les aider à rentrer dans la lecture. Pour cela, nous avons travaillé, nous sommes appuyés sur les connaissances qui ont pu être rassemblées par la recherche, par des orthophonistes avec qui nous avons travaillé pour cette collection, et aussi l'expérience d'une maison d'édition écossaise, Barrington Stoke, qui a beaucoup travaillé pour publier des livres envers ces petits lecteurs, ces reluctant readers. Et c'est comme ça qu'est née notre collection Flash Fiction. Donc, au départ, cette collection s'adressait aux 8-12 ans, puisque le premier décrochage, nous estimions qu'il se faisait à peu près à l'âge de 8 ans, c'est-à-dire que voilà, des enfants n'arrivaient pas à entrer tout naturellement dans le bain de la lecture. Et donc nous avons trouvé intéressant de proposer des ouvrages pour cette tranche d'âge à ce moment-là. Nous avons travaillé pour cela avec des auteurs français connus, comme Suzy Morgenstern, comme Christian Grenier, et également nous avons aussi acheté un certain nombre de textes à cet éditeur Barrington Stoke, et notamment des textes d'auteurs comme Mallory Blackman, qui sont des auteurs très reconnus aussi en France. Nous avons donné très très peu de contraintes aux auteurs quand nous avons fait créer des textes pour cette collection. En fait, on leur a donné surtout un calibrage. On leur a demandé d'écrire court, d'écrire de bons textes, avec un côté en rendant dans les contenus le texte très accessible. C'est-à-dire que nous savions que pour des lecteurs qui avaient des difficultés de lecture,
c'était compliqué. Bon, par exemple, la taille du texte était importante, donc il fallait des textes courts qui se découpaient en chapitres courts, si possible que chaque chapitre, à la fin du chapitre, on ait envie de lire la suite. Nous avons aussi demandé aux auteurs d'éviter les flashbacks. Mais à part ça, on a donné peu de contraintes aux auteurs parce que nous avions surtout envie d'avoir de très bons textes pour ces lecteurs-là qui ont du mal. Il faut vraiment que la lecture puisse les saisir, les agripper, qu'elle soit très attrayante dans le contenu. Sur la forme, nous avons repris un certain nombre de données dont on savait que pour les enfants 10, par exemple, c'était important de les appliquer pour qu'ils aient accès à la lecture. Alors, par exemple, on voit donc dans les ouvrages, donc nous avons proposé des ouvrages illustrés et nous avions constaté que les lecteurs 10 en fait, ils avaient des difficultés. Il ne fallait surtout pas que l'image et le texte se chevauchent ou s'entremêlent. Donc, c'est pour ça que nous avons toujours mis les images à gauche. Et le texte lui-même est plutôt sur la page de droite. Alors, vous voyez ici que le texte n'est pas justifié et que les espaces entre les lignes et les paragraphes sont disposés de façon à ce que le lecteur comprenne bien quand il y avait des sauts de texte pour des dialogues, par exemple. Ce qui est très important, c'est que les espaces entre les mots soient toujours les mêmes pour qu'il n'y ait pas, justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas de justification du texte. Et donc, nous avons travaillé comme ça sur la mise en page. Nous avons aussi proposé un fond un petit peu crème sur ces ouvrages qui, dans les informations que nous avions, étaient censées faciliter la lecture. Alors, certaines études montrent que ce n'est pas toujours forcément si déterminant pour des enfants 10 que les contrastes soient limités, mais on pensait que ça pouvait être quand même une aide. Et nous avons aussi choisi une police de texte qui faisait qu'il n'y ait pas de lettres en miroir et que c'était facile pour les enfants qui ne confondraient pas, par exemple, le B et le D, comme c'est souvent le cas pour des enfants 10. Donc, c'est ainsi qu'est née notre collection Flash Fiction, au départ pour les 8-12 ans, avec un grand nombre d'auteurs toujours très partants pour travailler vis-à-vis de ce public-là. Et nous avons eu plein de retours vraiment formidables de la part des lecteurs ou des prescripteurs, ou des parents aussi qui trouvaient enfin des textes qui n'étaient pas des textes trop bébés en fait pour des enfants de cette tranche d'âge. Et beaucoup de parents nous ont livré des témoignages qui nous disaient, ben voilà, pour la première fois, mon enfant a lu un livre en entier et il en était extrêmement ravi. Dans la mise en page, enfin dans la présentation des ouvrages, on a souhaité vraiment indiquer le nom de la collection, Flash Fiction, pour dire que c'était des textes courts. On n'a pas voulu trop mettre l'accent sur le côté 10, parce que ces textes s'adressent à des enfants 10, mais aussi à des enfants qui peuvent avoir toutes sortes de freins vis-à-vis de la lecture. Et c'est important, et des enfants qui n'auraient pas de difficultés particulières pourraient aussi lire ces textes et y prendre un grand plaisir. Cette année, nous avons un petit peu innové, donc la collection s'est développée avec maintenant peut-être une quinzaine de titres dans notre catalogue. Et cette année, nous avons décidé d'ajouter une tranche d'âge supplémentaire parce que c'est une demande que nous avons eue, de dire ben oui, c'est super, vous vous adressez aux 8-12 ans, mais finalement pour des adolescents, il existe peu de choses et des adolescents qui ont des difficultés de lecture. Et donc cette année, nous avons décidé d'étendre notre collection en âge et c'est ainsi que nous avons publié 2 titres pour l'instant et ça va aussi s'étoffer dans la collection Flash Fiction pour les 12+, avec donc là encore donc des textes assez courts et mis en page avec tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais surtout, enfin, on s'est resserré sur un genre. Sur les 8-12 ans, on a beaucoup de textes de genres très différents. Ça peut être du réalisme, de l'imaginaire, du polar, de la science-fiction, etc. Mais pour les 12+, on est resté vraiment dans
le polar et le thriller, parce qu'on sait que ce sont des genres qui accrochent vraiment les lecteurs, et a fortiori ces lecteurs qui ont un petit peu de mal avec la lecture. Donc voilà, donc notre collection s'étend. Et nous en sommes très contents, et nous sommes surtout ravis de pouvoir mettre à disposition de ces jeunes lecteurs des textes qui vont peut-être leur permettre d'accéder à la lecture plus facilement. Merci à tous. Les apprentis booktubeurs Inco, c'est la chaîne YouTube dédiée du Prix des Incorruptibles et une animation à part entière proposée aux adhérents de l'association. Sur cette chaîne, vous pouvez retrouver les vidéos réalisées par les jeunes lecteurs Inco qui depuis 5 ans jouent le jeu et nous envoient des projets vidéo variés et inventifs autour des livres sélectionnés. Des chroniques littéraires, des mises en scène théâtralisées d'extraits des livres, des book trailers ou bandes annonces, des interviews d'auteurs invités. Vous retrouverez un peu de tout sur cette chaîne consacrée à la lecture et au Prix des Incorruptibles. Nous accompagnons les adhérents dans la mise en place de l'animation en leur mettant à disposition un tutoriel vidéo réalisé en partenariat avec le cahier de lecture de Nathan, disponible sur YouTube, ainsi qu'un mode d'emploi à destination des adultes encadrants à imprimer sur notre site, dans la rubrique Animation. Ce tutoriel vidéo à destination de nos apprentis booktubeurs leur propose toutes les astuces nécessaires pour réaliser leur propre vidéo booktube en moins de 10 étapes. Ces vidéos sont répertoriées par prix et visibles par tous sur la chaîne YouTube des apprentis booktubeurs Inco, sur laquelle vous retrouverez également du contenu réalisé en interne par l'équipe du prix. Au programme, des reportages sur les animations avec les auteurs et illustrateurs sélectionnés, des vidéos coulisses ou encore une série de vidéos consacrées spécifiquement au centre d'accueil périscolaire participant au Prix des Inco pour l'année en cours. Pour en savoir plus sur cette animation, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site dans la rubrique Animation Booktuber Inco et également à visiter la chaîne YouTube pour découvrir les travaux qui ont été faits par les élèves depuis 5 ans. Merci à toutes et à tous. On espère que ces contenus vous ont plu, que vous avez appris plein de choses. Et si vous avez des questions sur l'inclusion et l'accessibilité dans le cadre du prix, sur les publics spécifiques, n'hésitez pas à nous téléphoner à l'association. On va vous transmettre aussi un compte-rendu de la réunion d'information ainsi qu'une restitution du sondage qui a été réalisé autour des coordinateurs de comité. On va également vous transmettre le lien du replay pour visualiser le colloque et vous pourrez le transmettre à vos membres de comité. Donc d'ici quelques jours, voilà, un petit peu de patience. Et puis sinon également, les éditeurs ont aussi tenu à participer à ce colloque 100% virtuel. Donc ils ont mis à disposition leur programme de parution sur la plateforme Calaméo et donc les liens pareil vous seront bientôt transmis et vous aurez jusqu'au 22 novembre pour pouvoir consulter ces catalogues de parution. Et puis bien sûr on remercie aussi tous les intervenants qui ont œuvré avec nous pour la mise en place de ce colloque et l'organisation de ce colloque. Donc voilà, on les remercie sincèrement. On remercie également nos partenaires Lecture Jeunesse et Page des Libraires pour leur mobilisation. Et l'heure est venue de vous annoncer les lauréats des 2 concours. On vous remercie aussi pour votre participation. Pour le concours Lecture Jeunesse, les lauréats sont Éric Bataillou, Cyril Roy et Françoise Martin. Pour le concours Page des Libraires, Sylviane Brunetti, Lydie Barrault et Stéphanie Abdon. Bravo à tous, vous recevrez vos lots d'ici quelques jours. Bon, on espère grandement qu'en 2021, on pourra vous voir en chair et en os, et que vous pourrez aussi nous voir en chair et en os du coup. On espère que voilà, tout ça vous a plu. Maintenant, vous avez reçu vos livres, donc c'est parti pour une nouvelle année de lecture. On compte sur vous pour vous faire une superbe sélection pour l'année prochaine. Et puis, c'est les vacances de la Toussaint, donc je sais que on sait que certains parmi vous sont en vacances, donc on vous souhaite de bonnes vacances. À bientôt. Au revoir. Bye.